Salut les petits génies. Vous le savez, en ce moment, le projet Blair Witch est revenu à la mode. Je n'irai pas le voir car je n'ai pas envie de me faire caca dessus, mais étant un fan de paranormal, j'ai décidé de m'intéresser à la véritable histoire. Je précise que plusieurs éléments de cette histoire restent invérifiés, que ce soit parce qu'ils se sont passés il y a plusieurs centaines d'années, ou bien parce que la plupart des personnes ou preuves sont aujourd'hui inaccessibles. Tout ce que je vais vous raconter concerne des récits regroupés et des témoignages retrouvés après plusieurs jours de recherche. C'est parti. Au début du XVIIIe siècle, dans le Maryland se trouvait la forêt de Black Hills. Les tribus indiennes qui vivaient non loin de là la disaient maudite et ne se risquaient pour rien au monde à s'y aventurer. C'est en 1630 qu'un colonel du nom de Nathaniel Blair arriva. Il dirigeait une expédition dont le but était de déterminer et de trouver le meilleur emplacement possible afin de construire un fort visant à protéger une ville proche du nom de Fort Calvé. Cette ville subissait de nombreuses attaques des tribus indiennes de la région. Pour construire ce fort, le colonel avait besoin de main-d'œuvre. Il demanda à plusieurs tribus de la région de l'aider dans sa tâche, mais toutes refusèrent. Le colonel et ses hommes réussirent malgré tout à trouver l'emplacement qu'ils cherchaient. Ils se mirent au travail et le fort fut construit et baptisé du nom de son fondateur, le colonel Nathaniel Blair. Pas moins de 4 ans plus tard, le fort était devenu une petite ville, la ville de Blair. Faisons maintenant un petit bond en avant de 150 ans. La ville s'était développée et prospérait, voyant sa communauté s'agrandir petit à petit. En 1769, une jeune femme du nom de Hayley Kedward embarqua sur un bateau, le Seafarer. Celui-ci se dirigeait vers la ville de Baltimore. Elle y rejoigna ensuite la ville de Blair où elle décida de s'installer. Quelques années plus tard, en 1785, plusieurs enfants accusèrent Hayley Kedward de les avoir attirés dans sa maison afin de leur voler leur sang. La rumeur se répandit et Hayley Kedward fut jugée coupable de sorcellerie. La sentence tomba et elle fut bannie du village. Les habitants l'attachèrent à une charrette qu'ils laissèrent à l'abandon quelques kilomètres plus loin dans la forêt. C'était l'hiver, et autant dire qu'envoyer la jeune femme attachée sans moyen de s'échapper revenait simplement à la condamner à mort. C'est en tout cas ce que supposèrent les habitants de la ville de Blair cette année-là. L'année suivante, les accusateurs ayant contribué à l'exil d'Hayley Kedward ainsi que la moitié du village disparurent sans aucune explication. Supposant et craignant une malédiction, les habitants attendirent la fin de l'hiver et quittèrent la ville sans se retourner. 50 ans plus tard, en 1809, alors que la ville de Blair n'était plus qu'une ville fantôme, fut édité le livre The Blair Cult. Ce livre racontait l'histoire d'une ville maudite par une sorcière qui en avait été chassée. Ce livre n'existerait qu'en un seul exemplaire et regrouperait tous les témoignages des habitants du village. Contrairement au film, il explique qu'Hayley Kedward ne se limitait pas à la forêt, mais s'aventurait également dans la ville afin de torturer et tuer ses habitants. On y apprend également que la sorcière aurait le pouvoir de contrôler les animaux de la forêt, mais également les plantes et les arbres, comme s'ils étaient connectés à elle. La copie de ce livre résidait au musée de Baltimore jusqu'en 1991. Il a été depuis transféré et fait maintenant partie d'une collection privée. En 1820, Henry Burkitt décida de racheter la ville. La construction du chemin de fer reliant Washington à Baltimore promettait sans doute des affaires fructueuses. À peine 4 ans plus tard, en 1824, la ville fut remise à neuf, les bâtiments autrefois délabrés furent reconstruits et la ville rebaptisée Burkittsville en l'honneur du nouveau propriétaire, Henry Burkitt. Par la suite, plusieurs familles de colons vinrent s'installer à Burkittsville. Et pas plus tard qu'un an après la construction de la ville, en août 1825, afin de célébrer les premières récoltes, un pique-nique fut organisé tout près de la rivière Tappeast Creek. C'est durant cet après-midi qu'une jeune fille de 8 ans, du nom de Eileen Trickle, y trouvera la mort. Alors qu'elle s'était éloignée de quelques mètres pour jouer dans la rivière, elle se noya. 12 personnes furent témoins de la scène, et toutes répétèrent la même chose. Elles affirmèrent avoir vu une main blanche sortir de l'eau, attrapant Eileen et l'entraînant vers le fond. Les habitants mirent tout en œuvre pour retrouver la jeune fille, en vain. Le cours d'eau faisant moins d'1 mètre de profondeur, il était improbable que la jeune fille se soit noyée aussi rapidement. Et chose encore plus étrange, malgré la faible profondeur, son corps ne fut jamais retrouvé.
Les semaines qui suivirent le drame, les habitants purent apercevoir une multitude de petites croix formées de brindilles attachées entre elles, flottant à la surface de l'eau. L'eau était également devenue étrangement huileuse et impropre à la consommation. 60 ans plus tard, en 1886, une autre fillette du même âge, Robin Weaver, fut portée disparue peu après qu'elle soit partie se promener dans la forêt de Black Hills. Une équipe de secours fut mise sur pied et une expédition fut lancée pour partir à sa recherche. La fillette réapparut 3 jours plus tard, expliquant qu'elle avait rencontré une femme dont les pieds semblaient ne pas toucher le sol. La femme l'aurait alors prise par la main et l'aurait ensuite emmenée dans une maison au fond des bois. Elle l'aurait ensuite conduite au sous-sol de la maison, lui expliquant qu'elle devait partir, mais qu'elle reviendrait bientôt. Les heures passant, la petite fille, déjà paniquée, sentait comme un sentiment de malaise l'envahir. Elle paniqua et décida de se glisser par la fenêtre du sous-sol. Elle courut ensuite à travers les bois et réussit miraculeusement à rejoindre Burkittsville. Une bonne nouvelle pour les habitants, mais il demeurait encore un problème. Où était passée l'équipe de recherche partie sur les traces de la petite fille? Plus de 3 jours s'étaient écoulés et eux n'étaient toujours pas rentrés. Une autre équipe de recherche fut mise sur pied. Cette fois non pas pour partir à la recherche de la petite fille, mais bien à la recherche de la première équipe portée disparue. Ils ne mirent pas longtemps à les trouver. Les 5 corps gisaient par terre dans la crique de Coffin Rock, non loin de là où Eileen Trickle avait été exilée et laissée pour morte 100 ans plus tôt. Le corps des hommes était relié par les poignets et disposé de telle manière qu'il formait un pentagramme. On pouvait apercevoir sur leur poitrine, leurs pieds, leurs mains, ainsi que leur front, d'étranges symboles qui avaient été gravés à vif sur leur peau. Leurs entrailles, elles, gisaient au centre du cercle que leurs cadavres formaient. Les hommes du second groupe de recherche repartirent en courant au village, paniqués. Lorsqu'ils revinrent sur place accompagnés de renforts, les corps avaient disparu et avaient été remplacés par plusieurs tas de pierres. Les traces du massacre étaient encore visibles, du sang ainsi que des morceaux de corde étaient encore présents. Aucune explication n'a pu être trouvée à ce jour. 60 ans plus tard, encore une fois, plusieurs disparitions d'enfants furent signalées entre 1940 et 1941. 8 enfants au total disparurent sans laisser de traces. Ce n'est qu'un an plus tard qu'un homme nommé Rustin Parr expliqua avoir assassiné 7 des 8 enfants qu'il détenait dans la cave de sa maison. Il expliqua avoir suivi les ordres du fantôme de la vieille femme qui habitait près de chez lui dans les bois. Selon son témoignage, après le meurtre du 7e enfant, le fantôme lui aurait ordonné de se rendre aux autorités. En échange, il lui aurait promis de le délivrer de sa présence. Les policiers partirent donc en direction de la maison de Justin Parr, et ce qu'ils allaient découvrir avait de quoi faire froid dans le dos. Des traces de torture horribles ainsi que le corps des 7 enfants furent découverts dans la cave de sa maison. Rustin Parr avait pris soin d'enterrer chaque enfant ainsi que de marquer les tombes de pierre empilées les unes sur les autres. Les corps des enfants avaient été éviscérés et portaient eux aussi des signes étranges, les mêmes que l'on avait retrouvés 60 ans plus tôt près de Coffin Rock. Le 8e enfant, lui, était encore en vie. Il se tenait debout, face au mur, dans un coin, tétanisé. Il avait été en réalité le premier enfant enlevé, et avait donc vu les 7 autres se faire tuer un par un. Rustin Parr était né à Frederick County. Il avait perdu ses parents très jeunes, à l'âge de 6 ans, et avait été élevé par la suite par son oncle et sa tante. Il travailla plusieurs années avec son oncle, qui était charpentier, et il en profita pour apprendre les rudiments du métier. En 1923, il décida de construire sa propre maison dans la forêt, tout en haut d'une colline. Il y emménagea quelques années plus tard, en 1928. C'était comme très souvent un homme sans histoire, solitaire mais gentil. À cette époque, Rustin travaillait encore avec son oncle à leur atelier, mais il commença à s'y rendre de moins en moins. Au décès de sa tante, son oncle déménagea pour Baltimore. Rustin, qui n'était déjà pas très présent en ville, y descendit de moins en moins souvent. Quelques années passèrent, et c'est alors que Rustin faisait sa promenade habituelle en forêt, quand il apercevit la silhouette d'une femme. Il la décrira plus tard comme étant celle d'une femme vêtue d'un long manteau à capuche. Il essayera plusieurs fois de s'en approcher, en vain. À la fin des années 1930, Rustin remarqua que les animaux de la forêt, pourtant habitués à sa présence depuis plusieurs années, avaient de plus en plus peur de lui et de sa maison. La nuit, des bruits étranges se manifestaient. Ces bruits l'effrayaient de plus en plus, à tel point qu'il en devint insomniaque.
Rustin n'avait plus aperçu la jeune femme à capuche depuis longtemps, mais il la voyait maintenant dans ses rêves. Rustin cherchait la jeune femme lors de ses promenades, mais elle avait disparu. Il ne l'entendait maintenant que lorsqu'il dormait. Elle lui murmurait toujours les mêmes mots dans une langue incompréhensible. Peu de temps après, Rustin enleva le premier enfant. Vous connaissez la suite. Le prêtre du village expliqua sa première rencontre avec Rustin Parr. Il l'avait vu pour la première fois sur un rocher, le dos tourné. Sa tête se balançait alors qu'il semblait réciter une prière encore et encore. À cet instant, la forêt était devenue brusquement silencieuse. Soudain, l'homme s'était retourné vers lui. Il portait à son cou une bourse, de laquelle il sortit une poignée de bâtonnets ainsi qu'une cordelette, qu'il s'empressa de jeter dans l'eau. Interrogé sur ses actes, Rustin déclara avoir été pleinement conscient de ses agissements. Il n'avait fait, selon lui, qu'exécuter les ordres de la voix qui lui parlait jour et nuit. Cette même voix qui avait également gravé d'étranges symboles tout autour de sa maison dans les bois. Rustin Parr fut condamné à mort et sa maison fut brûlée. Quant à Kyle Brody, le 8e enfant retrouvé sain et sauf, il ne parlait plus. Il restait figé dans sa chambre, au coin du mur, le regard vide. Il continua jusqu'à sa mort à écrire encore et encore les mêmes symboles sur tout ce qu'il trouvait. Il termina à l'asile psychiatrique avant de se suicider en 1971 dans sa cellule. En 1969, un document relatant les conditions de plusieurs hôpitaux psychiatriques fut tourné. Lors d'une de ces séquences, on peut y apercevoir Kyle Brody, qui répétait sans cesse les mêmes mots « Never given ». Tout comme Rustin Parr l'avait également fait la veille de son exécution, Kyle fut aperçu en train d'écrire d'étranges symboles sur un morceau de papier. Cette écriture fut analysée des années plus tard par un expert en la matière. Sa découverte fait froid dans le dos, puisqu'il expliqua que Kyle écrivait en transitus fluvi, un langage datant de plusieurs centaines d'années, qui était utilisé uniquement par de rares initiés pratiquant la sorcellerie. Alors, fiction ou réalité ? Même si certains faits sont discutables, beaucoup d'entre eux nous laissent songeurs et sans explication. Que s'est-il vraiment passé en 1785 ? La sorcière existe-t-elle vraiment ? Pourquoi Robin Weaver, la jeune fille ayant disparu pendant 3 jours, fut la seule à avoir survécu ? Pourquoi Rustin Parr continua jusqu'à son exécution à répéter et dessiner les mêmes symboles dans un langage vieux de plusieurs siècles ? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. C'est maintenant la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, et également à aller faire un tour sur la chaîne secondaire si vous appréciez l'unboxing et le high-tech. A très bientôt pour la prochaine vidéo, et bon week-end à tous.